Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Briot, le patron de Briot Expertise. C'est bien ça, ou Oui, c'est bien ça. Briot Diagnostic, qui est un expert en fait en tout ce qui est pathologie du bâtiment, de l'ancien, spécialisé encore une fois en intervenant spécialisé dans la rénovation, patrimoine et traitement des pathologies des bâtiments anciens. Donc bonjour Sébastien, Bonjour Norvège, merci d'avoir répondu affirmatif à mon invitation. avec plaisir. Et donc, tu as compris, aujourd'hui, je vais essayer de profiter au maximum de notre temps parce que je sais que ça a été compliqué pour trouver un créneau ensemble. Hmm. J'aimerais en fait, dans un premier temps, si tu peux te présenter, voir déjà comment on s'est connu, quelle est ton activité principale, pourquoi tu es là, pourquoi je trouvais que c'était hyper important de partager tes Merci. connaissances auprès des personnes qui nous suivent. Moi, c'est très gentil, merci. Oui, en fait, dans mon parcours, j'ai pu être dans la formation initiale. J'étais pas du tout destiné à être dans le bâtiment au préalable, parce Ouais. que j'avais fait une formation orientée vers le droit et école de commerce. Et puis, dans une première partie de carrière, j'étais dirigeant de centre de formation axé sur le BTP. Le virus m'a pris et à partir de ce moment-là, en effet, il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de passer l'ensemble des certifications et de travailler dans un premier temps comme salarié, puis là maintenant, depuis 3 ans, créer une société spécialisée dans tout ce qui est pathologie, amiante, polluant du bâtiment. Alors, c'est quoi les pathologies du bâtiment? Ah, c'est une étape préalable, indispensable. Le diagnostic initial, en fait, dans tout ce que doit faire dans un début de chantier, en fait, on a un certain nombre d'étapes préalables à respecter. Et en effet, si que ce soit le maître d'ouvrage, le donneur d'ordre ou le maître d'œuvre se rend compte, d'une part, qu'il y a euh, des fissures, qu'il y a des problèmes d'humidité, qu'il y a des problèmes de pollution, qu'il y a des matériaux comme de l'amiante ou éventuellement qu'il a un doute sur les bâtiments avant 49, s'il y a du plomb, et même postérieurement à 49 des fois, et bien dans ce cas-là, il nous alerte et nous, on est amené à faire des rapports réglementés. Mais quand tu dis ils nous alertent, c'est parce qu'ils sont déjà connaissance de la possible existence du phénomène ou parce que moi, en fait, c'est très simple. Bon, tu le sais, en fait, on se connaît, on travaille déjà ensemble. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus. Mm. Aujourd'hui, on a j'ai le plaisir en fait de partager avec toi ta deuxième passion qui est l'enseignement. Mm. On intervient dans des écoles de management pour des futurs dirigeants de projets dans la construction. Et moi, j'ai toujours été en fait un peu, on va dire, surpris de la méconnaissance des obligations, des réglementations concernant l'amiante, toujours de l'amiante. Je reviens souvent sur l'amiante, mais il y a le plomb, il y a plein d'autres types de réglementations que l'ensemble soit des investisseurs, des particuliers qui désirent, ça peut toucher n'importe quel particulier en fait qui désire acheter un bien et faire des Mm. travaux. Mm. Et aussi, ce qui me surprend le plus, encore eux, je pourrais dire que c'est pas des sachants, mais ce qui me surprend le plus, c'est l'entourage. Mm. Les gens qui sont là pour accompagner ces gens-là dans leurs projets, dans les transactions. Mm. Là, je m'adresse aux notaires, les avocats fiscalistes, les agents immobiliers, Mm. enfin, un tas de métiers qui orbitent autour de l'investissement de l'ancien, de la transaction, etc., qu'aujourd'hui, il y a pas une homogénéité en fait de connaissances. Et des fois, ils sont même surpris quand on leur dit, quand on leur parle de la DAT, par exemple. Et là, Ouais, tout dépend de la DAT. Et c'est quoi ouais, la DAT déjà? ouais. Alors c'est vrai que pour les professionnels, il y a deux éléments fondamentaux qui sont la réglementation, donc l'interdiction depuis pour 1er juillet 97 s'agissant de l'amiante, et tous les biens avant 1949 sont soumis à une réglementation. On doit faire un contrôle du plomb avant les travaux. Et ces professionnels-là, ils ont aussi une obligation de conseil, c'est-à-dire que vis-à-vis de leurs clients non sachants, voilà, ils sont obligés, il n'y a pas le choix. Il faut pouvoir donner une réponse en fait réglementée, cadrée et complète avant de démarrer le projet. Donc c'est une phase diagnostique.
lorsqu'ils font appel à moi, en effet, on va prendre l'exemple du rapport amiante avant de travaux, c'est en effet pour répondre à cette obligation réglementaire où ils vont conseiller leurs clients non sachants, de dire voilà, il y a cette étape-là à suivre, ça va protéger à la fois les travailleurs sur place, ça va protéger le public en général, et c'est une obligation réglementaire. La question qui tue à Mm. chaque fois, quand Mm. on tombe chez des investisseurs qui ne sont pas professionnels, qui n'ont pas connaissance des obligations, et de beaucoup de propriétaires particuliers qui songent, souhaitent acheter un bien ancien et faire des travaux, et qu'on leur dit, on est obligé de faire ce rapport avant travaux, Mm. et qui nous disent à chaque fois, non, 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 c'est bon, dans le DPE de la vente, dans le diagnostic de la vente, il n'y a pas d'amiante. Je Ouais. ne vois pas pourquoi je devrais payer cette omission, elle n'est pas nécessaire. Alors, c'est vrai que quand on est non sachant, on peut avoir cette position-là. Mais dans ce cas-là, on s'entoure de bons professionnels, bons agents immobiliers, notaires, etc. Tout ce microcosme-là, en fait, va être amené à pouvoir donner des conseils et dire, oui, ok, à la vente, vous avez une liste qui est limitative, la liste A et B de l'annexe 13.9 du Code de la santé publique. Mais c'est très limitatif. On va se limiter à un certain nombre de matériaux. Pour pouvoir faire les travaux sérieusement, complètement et de façon exhaustive dans la zone que l'on se fixe, il va falloir faire un petit peu plus loin des analyses, et notamment sur cette fameuse liste C, qui liste à peu près 3500 matériaux du Ah, bâtiment ouf, potentiellement ouais. pollués. Ah oui. Donc il n'y a pas que l'amiante et le plomb, quoi. Il y a Il y a d'autres types énormément de... de matériaux et de produits aujourd'hui qui peuvent contenir de l'amiante. Et Ah, donc on d'accord. va aller prélever, faire des échantillons, Ok. ce qu'on ne fait pas lors d'une vente, où on se contente de regarder visuellement s'il y a des éléments amiantés. Parce que là, cette explication que tu me donnes, là, Hmm. tu me donnes une explication entre toi et moi, entre deux professionnels, évidemment. Tu me cites le texte de loi que j'ai déjà oublié, que tu viens de C'est me, pas grave. voilà, que tu viens de me décrire comme ça, parce C'est que annexe. toi, tu le connais, mais moi, voilà. Et par contre, là, je me mets à la place. On va essayer j'essaye de parler, par exemple, la classique phrase qu'on retrouve face chez les notaires, chez Mhm. nos amis notaires, qui disent, moi en tout cas c'est comme ça que je l'explique aux étudiants qui me posent la question, ou aux investisseurs, aux clients que j'accompagne, la différence entre le rapport du DPE lors de l'achat Mhm. et l'obligation que vous avez de faire une DAT, un diagnostic avant travaux, une fois que vous l'avez acheté, c'est qu'en France, bon, je pense que dans la plupart des pays du monde, Mhm. quand tu achètes un bien, tu l'achètes avec une notion de... Tu l'achètes dans l'état. Mhm. C'est-à-dire que le vendeur qui a une obligation de faire un repérage d'amiante ou de plomb, il va repérer des éléments qui sont... Tu m'arrêtes à tout moment dès que je commence à Mhm. raconter des conneries. Ouais. Qui sont à l'air libre ou qui peuvent représenter un danger dans l'état. Mhm. C'est Dans vrai. l'état. Or, quand une personne décide d'acheter un bien et qu'elle, après, elle a un projet de modification, rénovation, dépose, transformation, démolition, appelle comme tu veux, Mhm. donc cela implique une modification en profondeur Mhm. du bien. Oui, Et ça, le vendeur, il n'y est pour rien. il sait Et pas. c'est pour cette raison-là que le vendeur, il va pas te payer, il va pas payer des diagnostics approfondis de la colle qui est derrière la faïence, la fameuse colle derrière la faïence, Mhm. que tu viens de me trouver ici, là, dans le Mhm. bâtiment d'à côté, que je te fais diagnostiquer. Il va pas, comment on appelle, diagnostiquer ou faire des prélèvements du plâtre parce que tu l'achètes dans l'état, et il est en bon état, etc., etc. Ouais. Donc, quand j'explique ça à mes clients souvent, ils se disent, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, bon, d'accord. Ils commencent à comprendre que ça vient quand même de leur fait. C'est eux qui portent le projet de transformation et de rénovation, et que du coup, il faut venir ausculter la colle qui est derrière, le plâtre qui est contre la brique, etc., etc. Donc, on a un travail, nous, en tant que professionnels, maîtres d'œuvre et experts dans ce type de diagnostic, on fait un travail presque de pédagogique, quoi, Ouais. auprès de... qu'on le fasse, c'est là où des fois ça me fait halluciner quand même.
en 2026, en fait, des investisseurs qui se disent professionnels ou des gens qui les entourent, notaires. Encore, je cherche de sujets, peut-être pas tout le temps notaires, mais des avocats fiscalistes, des agents immobiliers, que ce sont des pieuvres à tout savoir, parce que les pauvres, il faut non seulement avoir des compétences techniques de communication, mais Hum, aussi d'autres pour répondre aux objections des acheteurs. hum, Comment ça se fait que un élément aussi important et qui peut peser aussi lourdement, financièrement parlant, hum, un projet, hum. ne soit pas maîtrisé par tout le métier, quoi. Ouais. À qui la faute, où c'est qu'on a fauté, quoi. Très, très certainement dans une des réponses qu'on est en train d'apporter au niveau des écoles, dans la diffusion du savoir et des points d'alerte. Hmm. Mais en effet, on ne pourra jamais reprocher à un professionnel qui soit juriste, fiscaliste, agent immobilier, on peut, même si on a l'intelligence artificielle aujourd'hui, on ne peut pas tout savoir, c'est pas possible. D'où l'intérêt d'avoir une équipe, d'avoir des gens solides sur qui s'appuyer et de leur demander conseil. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment le point fondamental lorsqu'on achète, et surtout quand on met un bien immobilier, hein, c'est pas un achat neutre, hein, c'est souvent l'achat d'une vie, Ouais, c'est ou ça. pour les gros investisseurs, bah, c'est quand même beaucoup d'argent en jeu. Beaucoup d'implications. Donc, voilà, ne mettons pas en jeu une responsabilité financière, civile, pénale, Ouais. puisqu'aujourd'hui, la On parle de la santé responsabilité, des gens, quoi. voilà, ça concerne en effet le code du travail, le code de la santé publique, euh, avec aujourd'hui bah, des chantiers qui sont à l'arrêt. Voilà, l'inspection du travail qui demande à avoir les rapports amiantes, qui ne les obtient pas, puisque ça n'avait pas été fait initialement. Et là, en effet, Et on parle euh, de santé des gens, quoi. oui. Rappelle-moi, qu'est-ce que ça fait l'amiante sur le corps? Ça doit Alors, être quelque chose d'horrible, quoi. oui, techniquement, imaginez vos deux poumons comme deux ballons de baudruche. Ouais. À chaque fois, la fibre d'amiante, c'est 10 000 fois plus fin qu'un cheveu. Donc on est vraiment sur des fibres extrêmement fines de quelques microns qui vont venir être inhalées. On a aussi la possibilité d'en avoir de façon cutanée, mais c'est surtout par inhalation. Et ces petites aiguilles vont venir se planter dans la plèvre, commencer à frotter sur cette cavité entre la plèvre et la cage thoracique, et en effet commencer à créer un mélanome, et ensuite le risque en effet de cancer peut être Bon, à ok. suivre. Ouais, ouais, suite au... Voilà, donc C'est c'est une pas rien, maladie qui est quoi. très douloureuse, qui peut être déclarée des années après. Et en effet, dans toute la chaîne de personnes exposées, principalement, je pense aux artisans qui sont en première ligne, Oui. le public, les gens aussi qui peuvent habiter dans l'appartement lorsqu'il y a des travaux, ou en tout cas sur une C'est partie ça. à part. Voilà, ça peut toucher vraiment beaucoup de monde. Et c'est pas seulement du flocage dans les usines où on a eu des ouvriers qui étaient atteints par cette maladie, c'est aussi tout le monde qui peut y être potentiellement exposé. Donc c'est pas anodin, quoi. Donc, Non, c'est pas neutre. parce que des fois, c'est vrai que moi, j'ai pas cette connaissance, tu vois, j'apprends beaucoup. J'avais pas cette connaissance des incidences. Des fois, c'est vrai que quand je t'ai dit qu'on fait un vrai travail pédagogique auprès des gens concernés, parce qu'on est bien d'accord, c'est l'investisseur, c'est le particulier, c'est l'acheteur, c'est le porteur du projet qui en devient responsable pénal de, la non, de travaux non conformes dans la réglementation contre l'amiante, quoi. C'est une chaîne de responsabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va prendre par exemple l'artisan qui intervient, lui, il peut solliciter ce rapport, le maître d'œuvre également sollicite ce rapport, avec en tête du projet, il y a quand même le donneur d'ordre, la maîtrise d'ouvrage, donc qui elle est responsable. Mais en effet, si le professionnel alerte et que le maître d'ouvrage ne fait rien, ne fait pas ou ne veut pas faire, eh bien en effet, là, c'est de son ressort, de sa responsabilité. Mais en tout cas, le professionnel, il aura alerté, il aura dit, attention, il y a ça, Ouais. faites-le, vous ne le faites pas, voilà ce que vous risquez aujourd'hui. Ouais. Et c'est vertueux, puisque derrière, en effet, on retire un produit qui a une dangerosité, donc pour l'utilisation Même pour finale du lui, bien, c'est gagnant. Je veux dire, même pour le lui, peu que l'on va dépenser dans un rapport, et des voilà. fois, ouais, c'est vrai, c'est à la taille de la plupart des. Dans la chaîne de Oui, c'est responsabilité vrai. qu'il y a, donc on a en premier lieu l'artisan. L'artisan qui peut alerter le maître d'œuvre si lui-même n'en a pas conscience. Et en définitive, on a une responsabilité financière, civile, pénale à l'encontre
du maître d'ouvrage qui ne souhaite pas ou qui ne voudrait pas faire ces travaux-là, qui sont en définitive des travaux qui vont permettre de retirer une partie voilà, dangereuse qui est située dans le bien immobilier qu'ils viennent d'acheter. Et donc, en définitive, tout le monde y est gagnant. C'est quand même pour, dans mon vécu, Hum, on se connaît, on travaille ensemble avec ma société de travaux et le bureau d'études de maîtrise d'œuvre. Dans la rénovation, en fait, entre nous, tout le monde le fait? Non. Évidemment que non. Évidemment que non. Comment ça se fait? Alors que c'est vraiment, sans parler des conséquences pénales qui peuvent aboutir à des lourdes amendes ou même de la prison, je suppose. On parle de vie, quoi. Hum, Des vies humaines, quoi. hum, Comment on peut faire, comment on peut réduire prendre aussi à la légère un problème qui peut être peut-être aussi important pour la santé des gens, hum, c'est de façon presque volontaire faire du mal aux gens, quoi. hum. À quel moment, comment ça se fait qu'aujourd'hui, toujours en 2026, on ait du mal à automatiser ces genres de recours? Hum, Comme, par exemple, je pense à une bêtise, hum, à Toulouse, depuis il a fallu, on est sur la rue des Changes actuellement, ici à Toulouse, ici à 30 mètres, il y a un bâtiment qui est tombé en hum, 2024, il me semble. Il a fallu que ce bâtiment tombe pour que tout le monde commence à s'exciter, l'urbanisme avait fait, etc. Et maintenant, on se retrouve avec un tas de contraintes administratives pour déposer des PC. hum. Et du coup, parmi ces contraintes, en fait, on demande maintenant, à chaque fois qu'on dépose un PC ici dans le centre-ville, de faire un rapport diagnostic structurel et sanitaire du bâtiment. Mais il a fallu ça, quoi. Ouais. À quel moment il va falloir, à chaque fois qu'on fait une demande de PC, de aussi rajouter la DAT? Pourquoi la Hum. DAT fait pas partie des éléments obligatoires d'un permis, d'une demande de travaux, quoi? C'est vrai, À quel moment? au même titre que les études de sol, on l'a vu d'ailleurs récemment pour Crans-Montana. Maintenant, voilà, Mhm. tout le monde en effet est en train de se préoccuper de la C'est sécurité clair. des bâtiments et C'est des exactement. ERP5. Il faut toujours Tiens, ça, quoi. exact. Donc, encore une fois, j'en reviens au rôle de votre équipe, c'est-à-dire que vous, en tant qu'investisseur, voilà, maître d'œuvre, c'est de votre devoir de bien vous entourer. Et c'est en s'entourant bien qu'on Ouais. arrive en effet à sortir des projets qui soient techniquement, juridiquement, financièrement Mm. irréprochables. Ouais. Notre travail, Aujourd'hui, oui. on n'a pas droit à l'erreur. Le bâtiment est tellement complexe, Ouais. la réglementation tellement Surtout dans touffue, l'ancien. Surtout dans l'ancien. c'est ça, Ouais. qu'on ne peut pas faire sans une équipe de gens qui soient suffisamment calés chacun dans son domaine. Ouais, mais bon, là j'insiste, hein. Comment c'est passé à travers les filets quelque chose qui est aussi important pour Mm, la santé de tout le monde? mm, mm, Comment c'est passé? Là, c'est vraiment, ça me dépasse en fait. mm. Et ce sont des décisions certainement politiques. Là, pour le coup, je m'aventure dans un domaine qui ne me plaît pas trop, là, la politique. Mm. Mais à quel moment, en fait, ça va changer, ça va devenir véritablement imposé parce que les gens, c'est pas parce qu'il est dans la loi Mm. ou que c'est obligatoire que les gens le font, sinon ça se saurait. Mm. On roulerait tous à la bonne vitesse et on ferait tous comme il faudrait, Mm. comme des bons élèves. Mm. Mais la vérité, c'est que là, c'est pas une contravention par vitesse, quoi. Mm. Par excès de vitesse. Là, on parle d'une santé, de la santé de quelque chose de tellement horrible. Après Ouais, ce que tu me dis, ouais. comme symptôme pour les ouvriers ou pour les personnes qui sont confrontées au contact à l'amiante. Mm. Bref, c'est quand même. On continuera ensemble à faire de la pédagogie auprès de nos investisseurs, et aussi des notaires, des agents immobiliers, parce que eux aussi sont en première ligne, ils Mhm. sont devant avec nous dans le front pour éduquer. C'est ça. C'est le cas de le dire, vraiment éduquer les investisseurs, les gens qui sont dans la transaction, les gens qui cherchent, parce que ça touche tout le monde, quoi. Madame, ici au Capitole, là, dans l'appartement où je te fais intervenir, Ouais. c'est une particulière, c'est une mère célibataire qui achète un appartement, et quand je lui parlais de cette... elle a un budget qui est hyper restreint, Mhm. mais par contre, je dis, Elsa, désolé, mais
Ça, c'est non négociable chez moi. Il faut que tu fasses le diagnostic amiante. Sinon, je ne mets pas une seule personne à démolir, à déposer des faïences, etc. Ouais. Mais il faut insister parce que, évidemment, même si c'est des petites sommes, pour des gens, admettons, qui ont 10 000 euros pour rénover une salle de bain, Ouais. ils s'achètent un appartement, un T2, Mhm. et ils sont à rénover la salle de bain. La faïence qui est dans la salle de bain peut contenir de l'amiante. Tout à fait. Et souvent, eux-mêmes, pour l'histoire des économies, c'est eux-mêmes qui viennent faire les travaux, et c'est eux-mêmes qui aspirent la poussière pleine d'amiante. Et c'est moi, je trouve que les actions mises en place pour éviter à 100% le contact avec l'amiante sont loin d'être sérieuses et loin d'être définitives, quoi. On a des pathologies qui sont visibles, des pollutions qui sont visibles. Quand Ouais. on a en effet, je pense à la mérule en ce moment qui se développe dans des départements qui sont pourtant pas répertoriés comme ayant ce type de champignons. Aux termites, voilà, aussi pareil, qui on retrouve parfois. Il y a des choses en effet que l'on peut déceler assez rapidement. Une fissure structurelle, on arrive à la voir. Voilà. En fait, ouais, c'est vrai. Les gens, tant qu'ils ne voient pas, c'est un ennemi invisible, quoi. Exactement. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et du moment où on commence à les sensibiliser, déjà ils en ont la connaissance, et puis on est là aussi pour expliquer, comme tu disais très justement, pédagogiquement les choses, et on fait des choix en effet sur les priorités. Donc on va prendre l'appartement, on va le regarder, la maison, le bâtiment, l'immeuble, on va le regarder, on va essayer de lister un petit peu tout ce qu'il y a à faire, mais ça, le particulier, on n'a pas conscience, il faut l'alerter. Exactement, il faut presque limite leur faire peur, quoi. Presque, non, mais à certains, il faut passer par là, quoi. Oui. Il y a certains clients particuliers qui sont... écoute, non, je me trouvais face à vous, il y a un autre artisan qui ne m'a pas du tout parlé d'amiante, il est prêt à intervenir sans faire pour déposer la faïence, sans se poser de questions. Souvent, quand je suis face à des particuliers et que je leur parle en fait de cette obligation de diagnostic amiante avant travaux, il y en a quand même qui ont osé me dire, monsieur, l'autre artisan à qui je consultais, il ne me demande pas ça. Il arrive, moi, les 300 euros, 400 euros, 500 euros qui va me coûter le diagnostic amiante, je ne vais pas le dépenser avec lui. Donc, je lui dis, écoutez, donc ça veut dire que vous faites consciemment intervenir quelqu'un avec le risque de se retrouver avec de la poussière amiante dans les poumons, quoi. Il me dit, bon, on ne sait jamais, bon, c'est pas très ancien comme bâtiment, c'est pas très ceci, c'est pas trop cela. Ok, mais c'est vous qui en prenez la responsabilité, du coup. Alors ça, c'est un très bon réflexe. C'est le parfait réflexe du professionnel qui dit attention à ça. Il y a deux cadres dans lesquels j'interviens. Le premier cadre, c'est le cadre où tout se passe bien, c'est-à-dire où le professionnel, soit artisan, maître d'œuvre, etc., prévient, dit attention, il y a ça à faire. Le donneur d'ordre écoute et dit oui, très bien, on va le faire. Et il y a un deuxième cas dans lequel j'interviens, c'est une fois que l'inspection du travail, une fois qu'un voisin a alerté, une fois que... Voilà, c'est là en fait. Et ce cadre-là, je peux vous assurer qu'il est beaucoup moins confortable. Puisque ça veut dire arrêt du chantier pendant une période très longue. Ouais, ça veut dire mise en cause de tout le monde. Et là, tout le monde doit se justifier. C'est ça. C'est ça. Et en effet, un projet qui, au départ, devait être avec un diagnostic, comme tu le dis très bien, pas exagérément cher, et prend des proportions où, là, on commence à tout regarder. C'est ça. Et justement, c'est la transition que je cherchais à faire pour parler des vraies conséquences. Des conséquences, une fois qu'on a détecté de l'amiante, ça va être en fonction de où est-ce qu'on la trouve, la position, la quantité, la configuration de l'avant, de l'état des lieux et du projet que nous comptons réaliser, etc. etc. Quels sont les... Moi, je pourrais t'en lister un nombre impressionnant de conséquences financières et stratégiques, et de temps, de planning, etc. Mais c'est vrai que souvent, on passe à côté de la mise en garde sur les effets que cela pourrait avoir. Parce qu'un chantier dans lequel... Revenons sur des petits chantiers pour que ça parle vraiment à tout le monde. Un couple de primo-accédants qui achète un appartement en T2, une chambre, une salle de bain, dans un bâtiment des années 70, dans lequel
il compte rénover la salle de bain, cuisine, etc. Il y a de la faïence à déposer, quelques peut-être ouvertures ou du plâtre à poncer, etc. Des dalles à déposer au sol, etc. Un tas de choses à faire. Et ils se disent pour économiser de l'argent, on va appeler papy, le pauvre papy qui va intervenir à gratter, à casser, etc. Des amis pour venir piquer la faïence. Et l'avertissement sur la possible présence d'amiante, personne n'a fait le boulot. Oui. Ni l'agent immobilier, ni les notaires. Je ne sais pas si je me trompe, mais à mon avis, ce sont les seuls deux. Et la banque, peut-être, les banquiers, les conseillers aussi. La banque, qui sont des professionnels qui participent au process de transaction. Personne n'a alerté. Et combien de gens, même moi, même toi, je pense, on l'a tous fait. Peut-être pas toi, parce que je ne sais pas. On l'a tous fait. Venir filer un coup de main à des amis qui viennent d'acheter leur maison, leur appartement, pour déposer la faïence. À midi, on se pose, on fait une guinguette, on fait une grillade, etc. Et tout le monde aspire de l'amiante. Parce que, par méconnaissance du danger, et ça, aujourd'hui, et je répète, en 2026, personne n'en parle. Non. L'axe politique, aujourd'hui, il est essentiellement tourné vers l'économie d'énergie, l'isolation des bâtiments sur un parc ancien que l'on essaye de faire devenir plus performant pour, en effet, économiser. Mais oui, parce qu'il y a de l'argent dedans. C'est une industrie où ça porte aussi financièrement. Aussi, voilà, donc ça, c'est financé, pas de problème. Mais tout ce qui est, en fait, expertise annexe ne l'est pas. Alors, c'est vrai que le notaire n'est pas forcément au courant qu'il va y avoir des travaux. Il peut peut-être le supposer, en effet, mettre une clause d'alerte. Ça arrive comme ça, il se protège. L'agent immobilier, du coup, en effet, lui, qui est peut-être plus à la charnière, peut suggérer des travaux et en même temps donner des alertes sur un certain nombre de sujets, amiante, plomb, etc. Mais ça, en général, au stade de la vente, on se contente des expertises ventes, comme tu disais tout à l'heure. Oui, parce qu'ils vendent dans le tas. Voilà. Ne projetant pas les travaux futurs. Et puis ensuite, alors ça par contre c'est très intéressant en effet dans le domaine bancaire, puisque sont très, très à cheval, comme je travaille pour plusieurs banques, ils sont en effet très au courant des problématiques amiantes au niveau de la rénovation de leurs agences, etc. Donc là-dessus ça fonctionne très bien. Les conseillers bancaires qui financent les biens n'ont peut-être pas ce point d'alerte. Donc oui, il y a un axe de travail à ce niveau-là. Mais oui, mais avec les incidences que cela implique, comme on vient d'en parler, est-ce qu'on peut... C'est une question que je me pose. L'agent immobilier qui vend un appartement, par exemple, ici par exemple, c'est un appartement qu'on a rénové, qui était en deux parties. C'est un triplex, 150 mètres carrés, plein centre de Toulouse, c'est un magnifique bien. À un moment donné, il a fallu créer une seule unité foncière. Il y en a qui font le contrat, qui achètent des grands appartements. On est en train de le faire sur Jeanne d'Arc, mais Jeanne d'Arc qui a fait les foncières. Il y en a qui font le contrat, qui achètent des grands appartements. On est en train de le faire sur Jeanne d'Arc, mais Jeanne d'Arc qui a fait les CC aussi également. Et sur Jeanne d'Arc, pour diviser en 3 appartements. L'agent immobilier, il est au courant du projet. À quel moment il y a cette limite, tu vois, de je n'étais pas au courant, parce que qui n'est pas au courant n'est pas responsable. Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Nous, évidemment, en tant que maître d'œuvre, on peut pas se permettre de dire ça. On est des professionnels. C'est mon travail aussi d'alerter tout le monde et de faire que les choses s'appliquent. Mais elle est où la limite? Et je me pose la question parce qu'on est en contact avec beaucoup d'agents immobiliers. Est-ce qu'un agent immobilier peut, le cas échéant, en être mis en cause parce que c'est un professionnel de la transaction? Il devrait être au courant des contraintes de ses acheteurs. Alors c'est vrai, mais aujourd'hui on en demande beaucoup à l'agent immobilier. On lui demande d'être l'élément charnière qui soit psychologique, qui soit technicien du droit, qui devienne aussi technicien de la construction. Donc il en a beaucoup sur les épaules.
et je reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui on peut le soulager un petit peu donc en aidant ce pivot, cette charnière fondamentale au niveau du projet, en l'aidant voilà, lorsque lui demande conseil et du coup remplit son obligation de conseil personnel en demandant conseil à des professionnels du bâtiment, en demandant à son maître d'œuvre. Voilà, on envisage des travaux et le maître d'œuvre lui donnera en effet toutes les clés et voilà, tous les points d'alerte à respecter avant l'achat pour pouvoir d'ores et déjà simuler des travaux qui soient les plus Et surtout que conformes possibles. souvent ça arrive avant l'achat, en fait. Bon, souvent, en fait. Parce que certains, on le fait de moins en moins ici, mais souvent les agents immobiliers qui ont du mal à vendre un bien comme celui-ci, qui était complètement destroy, il ressemblait pas du tout à ça. Hein. Pas du tout à ça. Qui ont du mal à vendre un bien parce que ils présentent énormément de travaux. Ça fait peur, les gens ont peur des travaux, ont peur de se faire arnaquer, ils ont peur de surprises, ont peur. Et ils s'entourent des gens, évidemment, comme nous, l'agence, le bureau d'études d'expertise, comme toi. Mais à un moment donné, en fait, c'est vrai que pendant la période dans laquelle le client décide d'aller plus loin et de se porter acheteur d'un bien avec un projet et l'achat définitif, souvent je conseille aux clients d'avancer au maximum les études préliminaires pour qu'éventuellement ils puissent se sortir avant l'achat, très important, avant l'achat d'un éventuel engagement qui pourrait être défavorable. Et ça aussi, j'ai du mal à mettre vraiment de l'huile dans le mécanisme parce que les gens se disent bon, on va pas dépenser de l'argent tant que le bien n'est pas à nous, etc. Justement, je leur dis, quand le bien est à vous, c'est trop tard. Oui. Au pire, vous perdez les 5% de retenue ou de caution que vous donnez chez le notaire lors du sous-seing. Mais 5%, c'est rien comparé aux incidences qu'il pourrait avoir. Là, il n'y a pas que l'amiante pendant la période de préparation que j'essaie d'imposer, c'est aller l'urbanisme, être certain qu'on va obtenir les permis, etc., de réalisation de travaux, les diagnostics amiante, etc. Imaginons qu'il y ait l'amiante dans tous les plâtres, dans tous les plâtres de briques. Et que toutes les briques, ou une grande partie, sont à démolir. C'est un chantier, si vous avez pour 200 000 euros de travaux, vous pouvez multiplier par 60% de budget. Vous pouvez mettre il va y avoir un chantier de 50, 60 000, voire 70 000 euros de désaménage. Voilà, et là, ton expertise préalable, ça devient un argument de négociation. Oui, à l'achat. À l'achat, avant. Mais ce que je ne comprends toujours, enfin, c'est un peu normal, c'est vrai que ça représente une certaine somme d'engager des études, etc. Mais je leur dis, écoutez, vous croyez pouvoir perdre 5% de retenue, plus les frais qui sont nécessaires mais à l'étude, au diagnostic, etc. Mais c'est toujours tout petit comme engagement, c'est vrai, comparé à ce que en fonction du projet, évidemment. Ouais. On parle d'un T1, d'un studio dans lequel il y a 300 euros d'études, plus un conseil pour occulter l'amiante ou la déposer. C'est à la marge. Mais en revanche, quand on est dans un bâtiment comme celui de Carme, sur lequel tu es intervenu, c'est 1000 mètres carrés de rénovation, 11 logements, plein Carme, avec toutes les contraintes au PSMV, urbanisme, ABF, et la totale, projet de rénovation de luxe, etc., beaucoup de transformations. Un chantier comme celui-là, au niveau amiante, heureusement qu'on en a trouvé que dans 2 endroits, que ça a été traité comme il faut. Si on en avait trouvé partout, comment ça serait passé? Et le diagnostic amiante, on l'a réalisé après que et pourtant, mon client, c'est quelqu'un que j'admire énormément et qui me suit dans mes conseils. Et bien, c'est un diagnostic qui a été réalisé après l'achat. Et il ne se rendent pas compte, les gens, des fois, que sur un chantier comme celui-là, où il y a presque 1 500 000 euros de travaux, si on avait trouvé de l'amiante de partout, dans les briques, etc.,
Là, je t'explique pas le billet, quoi. Là, on parle de Oui. la perte, toute la perte de sa marge Mm. qui passe dans l'amiante, quoi, dans le traitement de l'amiante. C'est ça, notre métier, il est vraiment dans rassurer, sécuriser. C'est pour ça que ça soulève la question de quand faire ce type C'est ça. de diagnostic. Quand est-ce qu'on démarre? Eh bien, c'est vraiment, comme tu le soulignes, ab initio, au début du projet, où on commence à poser tous les éléments de diagnostic, et c'est ainsi que l'investisseur, il peut calculer son retour sur investissement. C'est ça. Et à partir de là, il fait une opération gagnante s'il en effet mis en place une stratégie, comme tu le suggères, par étapes, où initialement, il est au courant de tout. Ouais. Et enfin, quand il s'engage, au moment où il signe son acte auprès du notaire, il sait qu'il va faire une opération rentable. Je te donne un exemple. Ici, le bâtiment d'en face, là, qui est dans très mauvais état, est à la vente depuis pas longtemps. Je connais l'agent immobilier, que je ne vais évidemment pas le citer. Je le visitais, cet immeuble. Évidemment, il y a un diagnostic qui a été fait par quelqu'un pour le DPE. C'est un bâtiment qui est totalement à refaire. Hein. Les planchers sont fléchis, il y a des faïences des années 30, on va savoir de quand. Complètement en mauvais état, insalubre. Voilà, c'est de l'insalubrité. J'en parle, je le visite. Je ne suis pas un expert comme toi, j'ai quand même ma petite expérience, je sais identifier des éléments amiantés. Voilà, même si des fois j'ai des doutes, voilà, c'est pour ça qu'on fait appel à toi, voilà, pour envoyer ça au laboratoire. C'est flagrant. En face, là, le bâtiment est complètement amianté. Okay. Il y en a dans les dalles, dans la faïence, il y en a partout, là. Partout. Et sachant que la vente de ce bien-là va se faire forcément à quelqu'un qui va forcément faire des travaux, je touche à l'agent immobilier, je lui dis, écoute, coucou, je suis désolé, je vois de l'amiante partout, mais non, mais il n'y en a pas, il y en a ici, là, dans les fameux conduits amiantés, il est stabilisé, voilà, c'est bon. Non, c'est pas bon du tout, gars. Je dis, quelqu'un qui vient là, un investisseur qui se lance dans l'immobilier parce qu'il n'est pas cher l'immeuble, il se trouve qu'il n'est pas cher parce que c'est une souscription, etc., qui va se lancer, qui va mettre 400, 500 000 euros d'achat plus quelques travaux. Aujourd'hui, bon, c'est pas le cas de tout le mortel quand même, mais il y a énormément, heureusement sur Toulouse, qui ont cette capacité d'investissement, même au niveau non professionnel, d'accord? Même au niveau non professionnel, il y a plein de gens qui aujourd'hui, j'en connais, des gens qui sont prêts à mettre 800, 1 million d'euros. Ces gens-là vont se lancer là-dessus. S'ils ne font pas appel à un maître d'œuvre qui ne connaît pas cette réglementation, parce que je pense que tu es d'accord avec moi, dans ma profession, la réglementation DAT, les vraies obligations, ce n'est pas connu par tout le monde, très sincèrement. J'en connais plein de collègues à moi, enfin des confrères, maîtres d'œuvre, qui n'ont pas connaissance des vraies obligations concernant ce traitement d'amiante, quoi. Il lui fait un givrage pour l'achat de cet immeuble, et résultat des courses, quand il faut faire le sondage, il va se rendre compte que les 500 000 euros de travaux, 600 000 euros de travaux qu'il a prévu, tu peux rajouter un billet de 200 000. Ouais. Parce que là, le bâtiment, il est à confiner à tout le monde. Ouais. Celui-là, il est à confiner à 100%. Oui, peu importe le contexte dans lequel on intervient, parce que là on est en plein centre-ville, alors forcément très exposé, puisque en effet on a des bâtiments autour, on a de la population, mais c'est pareil lorsqu'on va en campagne. Donc on est sur voilà, a fortiori un investissement lourd. Il serait dommage en effet de passer à côté toutes les études préalables qu'un maître d'œuvre puisse conseiller et de se lancer dans un achat qui en définitive va lui coûter 2-3 fois plus cher. Exactement. Bon, ça, donc on diagnostique, on essaye de faire de la pédagogie pour nos investisseurs, le particulier, etc. On essaie aussi de faire un travail pédagogique auprès des professionnels qui sont autour de la transaction, qui ne sont pas forcément aussi impliqués techniquement ou concernés par les travaux en eux-mêmes, comme nous-mêmes, comme moi, ou comme un artisan, comme un bureau d'études, etc., que nous, on est pour le coup à 100% dans le métier. Mais il y a des solutions à tout ça. Tout n'est pas noir dans le monde de l'amiante. L'amiante, effectivement, c'est un sujet qui est... D'ailleurs, l'amiante continue à être fabriquée.
pour Dans certains certains éléments. pays, ouais, on a 2 pays Voilà. aujourd'hui. Voilà, il y a certains pays qui continuent à sortir des produits amiantés, Oui. parce que quand on parle des caractéristiques techniques, technologiques du bâtiment, c'est un produit qui est magique, l'amiante. Il est, Extraordinaire, il est coupe-feu, il est isolant, il est c'est ça. acoustique, tout. Il a tout pour lui, Mm. sauf pour l'humain qui le traite. Sauf pour l'humain. Mais c'est un produit qui est magique, extraordinaire. Aujourd'hui, une fois admettons qu'on a travaillé comme il fallait, on a détecté, on a bien, on a fait les sondages, on sait où il est, de quelle qualité, dans quel état il est, etc. Quelles sont les solutions qui se prêtent à nous? J'en connais quelques-unes, comme la dépose. Il y a plusieurs types de dépose, tu m'en parleras, parce que là, pour le coup, tu vas m'apprendre beaucoup là-dessus. Nous, en tant que maître d'œuvre, quand on reçoit ton rapport, par exemple, des fois, on est confronté à des décisions comme est-ce que je la dépose ou est-ce que je la coffre? Ouais. Est-ce que je la sarcophage, comme on dit? Ouais. C'est totalement légal, sarcophager de l'amiante. La Tout à conserver. fait. On a 3 niveaux en effet sur lesquels on peut intervenir. Le premier niveau, eh bien, c'est le retrait. Donc là, à l'intérieur de ce premier niveau, on a 2 sous-niveaux. On a des éléments qui sont plutôt faciles à retirer, comme les conduits en amiante. Donc là, on met en place un protocole spécifique de retrait de conduits ou de plaques. Principalement, c'est à 80% ça. Le deuxième niveau, en effet, sera l'encapsulage, dans lequel on va recouvrir le matériau amianté. Tu prenais l'exemple de la faïence, et bien en effet, là, on va remettre en effet placoplate, doublage, etc. sur notre matériau. On fait ça attention de ne pas percer. Alors oui, tout à fait. Et même pour les artisans qui interviennent, aujourd'hui, il existe des poches de gel où on peut utiliser, où ils peuvent percer pour pouvoir se fixer, et les fibres et le plâtre vont se retrouver piégés ça, je connaissais dans pas, ces c'est poches de gel. Ouais, tout à Et fait. c'est réglementé, Oui. c'est autorisé à Tout à fait. l'utilisation. Alors, il faut avoir une certification spécifique qui est SS4, donc il faut être Ok. sensibilisé Ok. à travailler au voisinage de SS4, l'amiante. tu dis? SS3, SS4, oui, sont deux formations qui se passent pour être sensibilisés et travailler et contrôler en effet du personnel donc en milieu Donc amianté. la SS4, c'est quel niveau? SS4, c'est un niveau opérateur dans lequel l'artisan va être, celui qui va effectuer les travaux concrètement, va pouvoir être sensibilisé sur la manière D'accord, c'est une sensibilisation. d'opérer, exactement. Et le SS3? Et l'SS3, c'est plus sa vocation d'encadrant de chantier, où là, on va savoir comment gérer ses équipes pour pouvoir mener un chantier au voisinage de l'amiante. Et ensuite, on a des certifications spécifiques qu'ont les désamianteurs. Je ne rentre pas là-dedans. Très bien. Donc on a des solutions techniques, je pense aux conduits notamment qui peuvent être aujourd'hui littéralement recouverts à l'intérieur par un produit, une résine qui va empêcher en effet la diffusion de fibres. Donc ça c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, qui a aussi à 2 sous-niveaux différents. Donc le troisième niveau c'est le retrait complet du matériau amianté et c'est la meilleure solution sur le moyen et le long terme pour pouvoir se débarrasser du matériau. Et là, on fait appel à une entreprise spécialisée qui, elle, donc, aura le chantier à mener, soit, en effet, j'imagine si c'est par exemple de l'enduit sur des fenêtres, du mastic, Ouais, qui c'est se retrouve amianté, et bien, dans ce cas-là, on a un protocole assez léger qu'on peut mettre en place. Soit, en effet, c'est de la colle de faïence, et auquel cas, il va falloir confiner les lieux. La zone. Ouais. Voilà, confiner la zone avec des polyanes et mettre en dépression pour que à la fois les travailleurs qui interviennent dans la zone et la population et voilà, tous ceux qui sont amenés à travailler au voisinage ne soient pas exposés. Donc, possibilité en effet de retrait complet de l'amiante avec un confinement dynamique ou statique. Ça dépend. D'accord. Donc, et après, j'ai entendu parler, au fait, quand on parle du retrait, du retrait, par exemple, de colle, etc., il y a aussi des degrés de... Après, là, je m'adresse à toi, je ne me connais pas. Il y a différents types d'installations pour déposer, par exemple, un sol amianté. Oui. Ou une colle amiantée. Mm-hmm. Il y a des différents types d'installations où à chaque fois c'est toujours le même protocole, confinement, SAS, décompression, etc. Ou... Non, on a vraiment plein de modalités, on est en perpétuelle évolution sur le sujet. Ouais. On peut faire de l'encoffrage avec de la résine, voilà, où on va bloquer la fibre, bon, forcément elle reste en dessous, Bien donc sûr.
au prochain avant de travaux. Et Mais ça, ben, quand tu la on, gardes, du coup. voilà, Tu la déposes pas, du coup. c'est ça, tout à fait. Ok. Mais en effet, ça représente un coût moindre. Ouais. Donc on cherche des solutions quand même pour que les bâtiments soient pérennes dans le temps, mais bon voilà, et que le projet soit financièrement viable, C'est ça. parce que le retrait, ça représente un coût quand même beaucoup plus important Ouais. qu'un simple Par encoffrage. exemple, je te donne l'exemple je reviens sur la salle de bain du T2, Ouais. du primo Mm, accident, qui a dans la douche la faïence, la colle de la faïence qui est amiantée. mm, mm, mm. Comment ça se passe dans des cas comme ça? En fait, l'entreprise arrive, c'est elle qui doit déposer la paroi de douche parce que même en enlevant la paroi de douche, il pourrait y avoir des particules en enlevant la cheville, etc., qui pourraient s'exposer et se retrouver exposées. C'est ça. C'est l'entreprise qui doit déposer la totalité. Mm, mm. Pas que la colle de la faïence, aussi tout ce qui est fixé sur ce support. Tout à fait, on a des pollutions annexes. Ouais. On a même des pollutions qui peuvent être au voisinage. Donc imagine, je sais pas, tu as des plaques en amiante et en dessous de la laine de verre. La laine de verre, j'ai eu le cas il y a pas longtemps, toute la laine de verre qui était en dessous était polluée, donc Wow. par contamination. Donc on a le risque de contamination, d'où l'importance de suivre, et c'est obligatoire, ces formations-là pour être bien Ouais. sensibilisé. Et derrière, pouvoir préconiser les solutions techniques les plus efficaces possibles, c'est-à-dire en respectant à la fois le coût du chantier, le timing du C'est ça. chantier, parce que qui dit découverte d'amiante, on peut avoir peur de se dire, oh là, combien de temps ça va durer? Mais on a des solutions aujourd'hui, et ça, on le fait dans le cadre de l'équipe, avec BTP Conseil, où on Mm. est amené à préconiser des solutions techniques pratico-pratiques qui permettent de limiter les coûts, le temps Mm. d'immobilisation et de rendre le chantier en temps et en Encapsuler heure. Ouais, les c'est ça. différentes solutions qu'on essaie de trouver, quoi. Exactement. Et je reviens sur ce manque d'information, de pédagogie auprès là pour le coup, des vrais professionnels. Que je sache, quand tu immatricules marchand de biens ou de professions qui tournent autour de l'immobilier ou de l'investissement, on ne te demande pas ça fait pas partie des formations obligatoires, être SS3 ou SS4. Absolument pas. Absolument pas. Et ça, c'est un manque vraiment législatif impressionnant, quoi. Oui, oui, bah, l'obligation de Impressionnant. formation est là, c'est-à-dire que dès qu'on en a conscience, bah, on sait que On les quand on cherche, fait on un... trouve, hein, bien sûr. Oui, voilà. On cherche, on trouve. Donc c'est le rôle aussi ce que font aussi les syndicats professionnels, Ouais. de pouvoir alerter les ordres professionnels et les syndicats ont un rôle pédagogique à jouer auprès de leurs adhérents, en leur proposant des formations et en Pour ceux qui proposant des sont en solo, certifications. jamais adhérés, Et oui, voilà, qui sont dans leur coin, le contrôle ne se fait pas directement à la source au niveau de Mm, l'immatriculation, quoi. Le droit mm, à l'exercice, quoi. ouais. On n'y perd jamais à se renseigner. Ouais, exactement. Mais le problème, c'est on n'est pas tous aussi curieux que toi. Voilà, ou que nous. Voilà. C'est quand même un gros problème, quoi. Un gros problème. Quelles seraient du coup tes recommandations, tes conseils, si on peut se permettre, pour... Il y a deux choses ici. Il y a, moi, comme tu le sais, mon mode de fonctionnement, même dans les sociétés, c'est on a la cible, Mm, notre client idéal, c'est l'investisseur, le particulier, les non-sachants, on va dire, même si parmi nos clients, nous comptons des sachants, des investisseurs professionnels, des promoteurs pour certains, marchands de biens par exemple, et l'autre public qui concerne tous les professionnels qui tournent autour de l'accompagnement du conseil technique, du conseil professionnel pour la première, le premier public, qui est l'investisseur et l'acheteur, et qui, eux, pour le coup, sont concentrés dans leur domaine. Je reviens sur le notaire, l'avocat fiscaliste, l'agent immobilier, et tout ce qui pourrait, le comptable, etc., qui pourrait orbiter de façon professionnelle et avec une obligation de conseil auprès des premiers concernés, les acheteurs, mm, et qui des fois eux-mêmes manquent de cette culture du conseil technique parce que souvent le conseiller technique, que ce soit architecte, maître d'œuvre, etc., arrive dans un deuxième temps, un peu plus loin, un peu plus tard, mm, on appelle ça la customer journey, mm, dans le parcours
que l'investisseur fait depuis son envie ou la trouvaille de l'affaire, l'opportunité, par un process en passant par l'achat et la réalisation des projets et l'exploitation. Nous, les professionnels du volet technique, malheureusement, nous arrivons souvent après l'achat. Moi, dans mon cas, j'arrive souvent avant l'achat et j'essaie de conscientiser et d'amener ce conseil-là auprès de mon entourage. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup d'architectes, maîtres d'œuvre, etc., arrivent dans le process d'achat, dans le process d'un projet d'investissement ou d'achat pour un particulier, arrivent sur le point d'acheter ou après l'achat immobilier. Et souvent, quand on arrive avec nos conseils, on arrive pour donner des conseils ou alerter nos clients dans des conditions qui sont déjà souvent un peu trop tardives. C'est un peu trop tard. Ils sont face à des faits accomplis parce que ça a été le cas pour un de mes clients sur Bordeaux qui m'a dit, dans lequel malheureusement, pour le coup, on a trouvé énormément d'amiante. Et je te donnerai la fin de l'histoire après, mais le client a énormément, pas qu'un peu, et je pense qu'il est allé même jusqu'au procès avec son avocat, etc. Il a énormément voulu son agent immobilier et son notaire. Parce qu'il m'a dit, mais depuis le début, il savait que j'avais un projet de division de cet immeuble. Depuis le début, ils savent très bien que je ne suis pas un professionnel. Pour l'histoire, c'est quelqu'un qui travaille dans l'industrie, c'est un industriel, avec un pouvoir d'achat assez important, et qui essaye de mettre son argent dans la pierre. Il dit, depuis le début, ils étaient au courant de mon projet, ils étaient au courant de mon incapacité technique, manque de connaissances. Depuis le début, eux, ils avaient connaissance mieux que moi de l'état de l'immeuble, et je n'ai jamais été alerté de ce risque. Résultat des courses, et là, comment ça s'est passé à la fin? Le client a abandonné son projet. C'était un projet qui était sur la place de la Victoire à Bordeaux. Il a abandonné son projet parce que, mais tout simplement, toute la marge qu'il comptait prendre sur cette opération d'achat-revente, division achat-revente, allait passer dans les travaux, dans l'incidence de la dépose encapsulement. On a essayé de trouver des solutions à droite à gauche, encapsulage, etc. Toute la marge, ou une grosse partie de la marge, allait passer là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vendu quand même à perte, parce que maintenant qu'il était sachant de la problématique, il fallait alerter. Il voulait se protéger, il s'est protégé et il a été très honnête vis-à-vis de ses acheteurs, et il a vendu ça à la découpe, dans l'état, mais avec le rapport, le diagnostic, la DAT, le diagnostic avant travaux, pour tout le monde, et tout le monde au moins était sachant des conditions. Voilà. Il a perdu l'argent. Il a estimé que en faisant comme ça, il allait perdre moins d'argent que s'il le faisait lui-même pour essayer de commercialiser. C'est un calcul qui lui appartient. Par contre, les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé lors de ce projet d'investissement venaient d'un manque d'expertise technique qui est normal. Un notaire peut souvent... non, c'est normal qu'il n'ait pas des connaissances techniques comme toi et moi à ce sujet-là. Un agent immobilier, comme tu dis, on lui demande tellement de choses, avoir le sourire le matin, être psychologue, être parent de certains acheteurs et vendeurs, être conseiller technique, financier, etc., dessinateur, architecte, il est tout, l'agent immobilier, le pauvre. On peut se dire, ouais, c'est pas tout à fait de ton domaine. Mais pardi, à quel moment le client doit se entourer, à quel moment doit être alerté pour éviter ce type de situation dans lesquelles son patrimoine pourrait passer par la fenêtre, quoi. Je pense que le problème principal vient de notre culture. Dans certains pays, je pense aux USA, au Canada et d'autres pays, l'acheteur d'un bien immobilier paye lui-même les diagnostics. C'est-à-dire, c'est lui qui paye. Donc, il a cette démarche proactive de dire « moi, je veux avoir des résultats ». En France, c'est l'inverse. C'est celui qui vend, qui fait et qui paye les expertises. Donc lui, il fait au minimum. Presque en définitive, il fait au minimum. Voilà.
C'est une mauvaise stratégie, on est C'est ça, d'accord. On sait exactement. très bien que c'est une stratégie perdante, puisque pour valoriser un bien, il faut quand même avoir une très bonne connaissance la plus complète possible. Exact. Donc partant de cela, on a donc une culture un petit peu à changer et à, comme tu l'avais évoqué, hein, de dire on va investir en voyant exactement comment se compose le bien, comment est-ce que, voilà, dans l'intégralité, je veux avoir le maximum de connaissances pour que mon investissement soit rentable. Donc ça, ce sera le premier conseil fondamental, c'est l'investissement préalable. Deuxième conseil fondamental, et s'appuyer sur des gens. Ok, on n'est pas tous spécialistes, on essaie chacun d'être spécialiste d'un domaine, ce qui est déjà pas mal. Mais à côté de ça, le réseau, ce serait ça le conseil à donner, le réseau de professionnels qui vous accompagnent vous feront gagner du temps, de l'argent. Tout seul, on avance moins vite quand même. Donc, en s'entourant, le conseil est gratuit chez nous. Le diagnostic est payant, le conseil est gratuit. On fait beaucoup de choses gratuites quand même, je trouve. Hein. Beaucoup de choses gratuites. Donc ce sera toujours avec plaisir. Toi, je sais que tu le fais très régulièrement, qu'on donne un conseil. Ma boîte s'appelle BTP Conseil. Voilà, exactement. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Moi, je fais le diagnostic, je facture. Voilà, c'est normal. Non, je plaisante. Mais le conseil est gratuit. Le conseil est gratuit. C'est ça. Donc, faut jamais hésiter à parler de son projet. En fait, moi, les plus belles découvertes que j'ai faites, c'est en parlant avec son entourage. Donc, vous avez quelqu'un, un spécialiste du bâtiment, vous lui parlez de votre projet, est-ce que c'est une bonne idée, etc. Oui, attention, mais fais attention à ça. Voilà. Et aujourd'hui, on voit que l'intelligence artificielle ne répond pas à tout, loin de là, et qu'il faut recentrer sur l'humain, qui lui a une vraie connaissance. C'est justement maintenant que l'intelligence est sortie, et qu'on s'en sert tous, sincèrement, même moi en interne, qu'on doit mettre l'accent sur l'humain. On doit mettre l'accent sur le pouvoir analytique de l'œil et de l'expérience des années que nous avons. Des fois, on donne un conseil sur un vécu ou une expérience qu'on a vécue il y a 20 ans. C'est ça. Et c'est ça qui est riche dans notre domaine, qu'on est capable de... Et surtout quand on parle de réhabilitation, évidemment, qui est un milieu tellement complexe pour les investisseurs. Et quand tu dis à s'entourer ou demander le conseil à des professionnels, oui, ça va dépendre de la portée de ce qu'on est en train de faire actuellement, déjà, jusqu'à qui on arrive, jusqu'à quelles oreilles arrive le message qu'on est en train de transmettre. Moi, c'est un combat, c'est un travail de networking, on va dire, quotidien que j'ai, de me rapprocher de ces gens-là, parce que je me rends compte que des fois, c'est quelque chose de vraiment auquel je crois, tu le sais, profondément. Le conseil auprès des ma cible finale, qui sont les investisseurs ou les particuliers qui portent un projet de réhabilitation ou à caractère patrimonial. J'essaie de me rapprocher des banquiers, des notaires, des agents immobiliers, justement pour ça, pour leur apporter ce manque sur lequel ils ne sont même pas au courant qu'ils ont. Ils ne sont pas conscients du manque de connaissances techniques fondamentales et hyper importantes pour leur client, le client que nous avons en commun, qui est l'investisseur ou l'acheteur. Et c'est un combat de tous les jours. Des fois, les gens ne voient pas, en fait, l'intérêt. Je leur dis, mais je commence à en avoir, tu connais mon entourage, une partie du moins. Je commence à en avoir des vrais partenaires, agents immobiliers, des vrais partenaires notaires et banquiers, qui m'envoient leurs clients en disant attention, nous soupçonnons telle ou telle problématique structurelle, amiante, humidité, etc. etc. Et c'est grâce à on va dire, ce bouche à oreille presque nécessaire qu'on fait entre nous, entre professionnels, le travail qu'on est en train de faire. En fait, là, les gens qui nous regardent, en fait, ont accès à une information qui, jusqu'à maintenant, est dans les coulisses de l'expertise immobilière. On parle entre nous, entre amis, entre quelqu'un que j'apprécie beaucoup. En tout cas, c'est ce que je prêche avec ce podcast-là, de m'entourer des gens à qui j'ai suffisamment confiance de se mettre à table, d'une manière détendue, de parler des pour, des contre et vraiment des problématiques du métier.
mais c'est pas donné à tout le monde, en fait. C'est pas tous les professionnels qui sont à l'écoute, en fait, je trouve. Ils se disent, voilà, j'ai suffisamment de boulot, là, le notaire va dire, suffisamment de travail, comme pour maintenant commencer à m'inquiéter des problèmes de travaux, des problèmes de machin. Mon travail, c'est la transaction, je donne des conseils sur la partie documentaire, on demande le papier, la partie financière, etc. Mon travail s'arrête là. Et c'est d'ailleurs ça que mon client de Bordeaux reprochait Hmm. à son notaire, Hmm. à sa notaire et à son agent immobilier. De ne pas les avoir alertés sur cette possible grosse fève qu'il a retrouvée en rentrant sur le lieu et que quand on est arrivé, j'étais appelé pour faire l'expertise de avant-projet. L'avant-projet est monté l'expertise de faisabilité. Hmm. On a fait intervenir ton collègue de Bordeaux, Hmm. ton confrère de Bordeaux, il s'avérait qu'il a retrouvé c'est pas une grosse fève, quoi. Il a rencontré une impossibilité de faire son projet, quoi. Ouais. Il a très mal vécu l'expérience, hein, cette Hmm. personne. Très, très mal vécu. Donc, c'est un travail. Là, si je veux, on va conclure par essayer de trouver une solution entre nous, quoi, entre professionnels. Moi, maître d'œuvre, toi, expert dans les diagnostics, notamment amiante, plomb et d'autres, qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ce sera pour une autre occasion. Plaisir. C'est le comment alerter nos confrères, quoi. Avant de. Là, presque, j'avais te dire, ce podcast-là, tant mieux s'il y a quelques professionnels, investisseurs, acheteurs qui le regardent, mais c'est surtout les professionnels, quoi. Comment se rapprocher de ces gens-là, comment le dire. Je ne suis pas là pour te prendre ni ton client ni ton affaire, c'est juste là justement pour t'aider non, à l'agent immobilier dans sa transaction, mais aussi de rajouter de la valeur dans le petit panier de valeur qu'on met Hmm. pour ton client. Tu lui amènes de la valeur. Je connais des agents immobiliers qui font des plans, de la 3D, etc., pour amener une vision. Hmm. Et permets-moi d'arriver et de rajouter un petit peu plus de valeur pour tes futurs acheteurs, pour ton actuel vendeur. Je sais pas comment tu le vis, toi, ce rapport pro B2B, on va dire. Ouais, ouais. Et bien en fait, j'ai aujourd'hui des investisseurs. Alors moi, je suis pas en contact direct avec eux. Ça passe souvent par un technicien qui va Oui, organiser par les mois. travaux, un architecte, un maître Oui, d'œuvre. Mais je remarque aujourd'hui, en tout cas les gros investisseurs, ils font ces études préalables, c'est-à-dire qu'ils l'intègrent directement dans leur coût initial. c'est ça. Le client particulier dont on a vu l'exemple tout à l'heure, lui, bah non, on n'en a pas conscience. Mais le professionnel investisseur, lui, est sensibilisé. Il l'intègre. Ouais. Voilà. Euh, Comment est-ce qu'on peut arriver en effet à mieux toucher ce public cible-là qui est plus diffus? Eh bien, c'est par les relais, en effet, sur lesquels on est en contact. Bon, l'agent immobilier est pivot là-dessus, mais C'est ça. ceux avec qui, en fait, je travaille, c'est un réflexe naturel de dire, OK, vous avez un projet de rénovation. Oula, j'ai vu qu'il y avait des champignons. Ben, écoutez, on va faire intervenir quelqu'un, on va le faire analyser. Et de ce point de vue-là, il crédibilise sa posture de professionnel, Exactement. il se protège, Exactement. et derrière, il fait des ventes réussies. Je travaille avec peu d'agents immobiliers, hein, 3 ou 4. Mais les 3 ou 4 ont ce réflexe-là, d'avoir l'œil, de bien disséquer les biens auxquels ils ont affaire. Et là, c'est une relation gagnant-gagnant. Un acheteur qui est rassuré, des fois, c'est des acheteurs de l'étranger. Alors, pareil, il faut leur expliquer les choses, parce que tous les départements n'ont pas des termites et tous les Ouais, départements n'ont ouais, pas heureusement. voilà, les pathologies sont diverses sur les régions dans lesquelles on est. Et derrière, eux, ils arrivent à faire des ventes sans problème, sécurisées. Ouais, Tout exactement. le monde est serein, c'est vendu, on sait ce qu'il y a, on sait ce qu'il n'y a pas. Et au Ce n'est moins, pas un frein, quoi. Le mot à la fin, c'est le diagnostic, la prévision. Ce n'est pas un frein, quoi. À la au vente, ce n'est contraire, c'est pas un une frein à la valeur. transaction, c'est une valeur que beaucoup de clients apprécient parce que justement, comme ce n'est pas des professionnels ou ce n'est pas des gens habitués à ça, Mm, ils ont tellement de problèmes dans leur tête, le financement, la faisabilité, l'esthétique, tout ça. mm. Quand on leur apporte, on les enlève une épine qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. Mm. C'est là où c'est pour moi, c'est la meilleure des définitions de la valeur, quoi. C'est je t'apporte un bien, un conseil, une faveur, un accompagnement
que tu n'avais même pas conscience Hmm. que tu allais te prendre dessus, quoi. Une fève que tu connaissais pas, quoi. Toujours privilégier l'expertise amiable sur l'expertise judiciaire. Voilà. C'est Exactement. vraiment au préalable qu'on pourra régler C'est ça. l'ensemble des problématiques avant l'achat, Toujours comme tu l'as dit. privilégié. Tout avant l'achat, toujours avant l'achat. Eh bien, mais ce sera le mot de la fin pour nous. Du coup, mais merci. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. C'est fut court, mais intense, comme on dit. Hmm. Merci beaucoup pour tout ça. Mais j'espère qu'on se reverra peut-être dans une version anglaise. Of course. Of course. Parce que je t'ai déjà parlé de ce projet-là. Ouais. Ça serait bien on arrive à trouver un moment ensemble pour lancer ce podcast version anglaise. Très bien. D'ailleurs, C'est asbestos en anglais, incorruptible, Asbestos, voilà. c'est l'amiante. Et bien merci beaucoup. Et du coup, et merci à vous du coup pour nous avoir accompagnés sur ce riche échange avec Sébastien au sujet de diagnostic et plus globalement au sujet de l'amiante. À bientôt avec notre nouvel invité qui sera un honneur autour de la thématique du RSE. À très bientôt.